Bonjour, nous sommes le 29 décembre 2024, dimanche 29 décembre 2024. Bon, on approche de la fin de l'année, bon, qui aura lieu mercredi alors qu'on est dimanche parce que on a le 29, 30, 31 et puis le premier. Ouais, 30 c'est lundi, 31 mardi et puis le premier, on sera le premier. Voilà. Donc dimanche 29, lundi 30, mardi 31 et mercredi 1er janvier. Donc la nouvelle année, c'est mercredi. Voilà, donc en fait, et donc aujourd'hui il fait un petit peu humide, il fait humide. Hier il faisait, ouais, il y avait de la glace, surtout en fin de journée, il y avait de la glace. On a quand même eu un voire 2 jours d'ensoleillement, malgré qu'il faisait, ouais, qu'il y avait de la glace, malgré qu'il y avait de la glace, du gel, on a quand même eu de l'ensoleillement. Alors, cette vidéo aussi va être consacrée à l'historique du droit qui, bon, ça prend très peu de temps, c'est parce que bon, je suis pas, je dis, un spécialiste du droit, loin de là, je dirais même très loin de là, bon, mais bon, je connais les b.a.-ba, je veux dire, voilà, de la musique, c'est-à-dire de l'historique du droit et certaines choses du droit, il y a pas mal de choses, bien que je ne suis pas un spécialiste, ben, j'ai quand même mes connaissances, je veux dire, mes connaissances, bon, qui descendent de par ma lecture, de par, je veux dire, voilà, je visionne certaines vidéos et je m'instruis, je veux dire, dans d'autres vidéos. Et bien sûr, je me suis instruit, bien sûr, à l'école parce que j'avais un petit peu de droit aussi. Et le droit, on en a toujours. On a toujours des cours de droit parce que on se dit que le droit, tout le monde est censé connaître la loi. Enfin, au moins les b.a.-ba de la loi. Les b.a.-ba de la loi. Bon, donc c'est-à-dire les choses que tout le monde devrait connaître au niveau de la loi, ben, on devrait les connaître tous. Et tout ça pour vous dire que, je veux dire, on est toute personne, ben, bien sûr, une personne. Alors je définirai une personne plus tard. Voilà, il y a la personne physique et morale, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ici, je parle d'un individu. Voilà, quand il naît, une fois qu'il naît, ben, il est soumis aux règles de la loi. Et donc, il y a toujours au-dessus, quel que soit l'âge, il y a toujours la loi qui, je veux dire, le caractère législatif, voilà, qui plane au-dessus de toute personne. Et il ne peut pas y en échapper. Alors, la loi, bah, il peut en faire appel, il peut être un requérant de la loi. Voilà, par exemple, s'il a un accident, bon, il estime qu'il a raison, alors il va faire appel à la loi contre une personne. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il est requérant. Mais attention que la loi peut, voilà, vous demander, voilà, beaucoup de choses. C'est la loi qui peut vous tomber dessus. Par exemple, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, bah, la loi va lui tomber dessus. Donc la loi, elle a double sens. Elle peut être bon, aussi bien positif, bon, quand elle vient vous aider, mais négatif, je veux dire, pour vous, bien sûr, négatif pour vous si la loi, je veux dire, est contre vous. Alors, la loi n'est pas contre vous, hein, c'est juste une application de la loi qui se fait par rapport à une situation, et donc on peut s'estimer, je veux dire malheureux ou lésé, alors que bon, c'est une application de la loi. Voilà. Bon, maintenant, certains, je vous dis la vérité, il y a certains États qui abusent. Hein. Il y a certains États qui abusent de la loi, et là, bon, on peut appeler ça des dictatures. Bon, on ne peut pas appeler un pays où la loi est pratiquée selon les désidératés de certaines personnes ou de certains pouvoirs pour dire qu'on est, voilà, que la loi est, je veux dire, est appliquée correctement. Non, parfois il y a des abus, et quand il y a des abus, ça s'appelle une dictature. C'est aussi simple que ça. Quand la loi n'est pas, je veux dire, n'est pas réglée comme une horloge, suivant, voilà, voilà, les principes, je veux dire, même de la loi, ben, qu'on y trouve, je veux dire, certaines, je veux dire, certaines astuces pour pouvoir condamner des gens qui ont, je veux dire, voilà, certaines personnes, à tort, je dis bien à tort, parce que la liberté d'expression, bien sûr, elle a ses limites. Bon, on sait bien qu'est-ce qui est la limite de la liberté d'expression. Je veux dire, euh, alors, beaucoup de gens, bon,
en font, sont appelés, je veux dire, dans des cadres, je veux dire, de... un instant. Alors, certaines personnes sont appelées, je veux dire, dans des cadres, voilà, euh, de rappel à la loi, avec, je veux dire, alors que bon, on sait bien que la loi n'a pas été outrepassée, mais qu'ils sont rappelés quand même à l'ordre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, comme je vous dis, une dictature, et c'est à des fins de pouvoir. Et justement, bon, normalement, il y a un principe de séparation, bien sûr, entre le politique et le, comment on appelle ça, le, le, le politique et le judiciaire. Mais c'est pas ça qui se passe en vérité, hein. Bon, vous voyez très bien que dans beaucoup de pays, beaucoup de pays outrepassent leur devoir de voilà de pouvoir et font un peu n'importe quoi. Bon, certaines personnes ne savent pas y répondre à ce genre de choses parce que si bon, ils ont au-dessus j'ai un pouvoir qui leur tombe dessus et ils n'ont pas les facultés de voilà de se démener vis-à-vis de je veux dire cette oppression qui est au-dessus. Bon, et ça arrive dans beaucoup de pays. Moi, je dirais que quasiment tous les pays du monde, c'est un petit peu comme ça. Ouais, c'est un petit peu comme ça. La liberté d'expression, je veux dire, elle a la géométrie variable. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc voilà. Euh, mm, mm, parce que, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un cadre de loi, ben, il faut des législateurs, voilà, législateurs qui vont faire des lois, législateurs. Et puis, ces législateurs, bien sûr, vont être amenés, je veux dire, bon, certains vont, vont faire passer la loi. Donc la loi, elle est soit acceptée ou elle ne l'est pas. Alors dans différents pays, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Alors, il y a toujours un cadre de loi avec un législateur et qui fixe bon ce qu'est la loi. Bien sûr, après, des votes, il y a des votes parfois pas et parfois. Ça dépend des pays, hein. Bon, un pays à l'autre, c'est différent. Alors bon, moi je parlais ici, bien sûr, pas de tous les pays du monde, mais je vais parler de la Belgique. Voilà, la Belgique. Alors pourquoi je parle de droit? Parce qu'en fait, tout simplement, je suis en train de voir de la comptabilité. Quand je vois la législation sociale ou de la comptabilité, mais il y a quand même de droit là-dedans. Donc je suis obligé de parler un petit peu de droit. Donc dans la comptabilité, il y a du droit. Donc ne pas connaître le droit, c'est un petit peu embêtant parce que comment définir une personne morale, une personne physique ou d'autres définitions comme ça, mais il faut aller chercher dans le cadre voilà, de ce que indiquait la législation. On ne crée pas voilà, des définitions à soi-même en se disant ouais bon est-ce que ça va, ça va pas. Non, il y a un cadre législatif avec des définitions qui ont été très bien ficelées et donc c'est pas à vous à faire les définitions. Quoi qu'on pourrait les faire, mais le problème ça rentrerait pas voilà, forcément dans les règles qui étaient préétablies par rapport au législatif. Donc je vois la comptabilité des sociétés, j'ai vu la législation sociale, et donc à ces deux-là, il y a un cadre juridique. Alors le cadre juridique, si vous faites le permis, vous passez le permis de conduire, voilà, vous avez un cadre juridique aussi. Si vous faites des installations électriques ou vous devenez indépendant ou peu importe, il y a un cadre juridique, il y a toujours un cadre juridique. Toujours, 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 toujours. Donc ça veut dire que vous ne savez pas vous démener ici, sauf si vous êtes en pleine jungle, en cours. Non, la jungle appartient à un État et donc vous faites, dès le moment où vous faites partie d'un État, ben, vous avez les lois de l'État. Par exemple, si vous allez au Brésil, il y a la jungle au Brésil, ben, voilà, vous commettez voilà, des forfaitures, ben, je veux dire, c'est l'État brésilien. Si bien sûr vous faites attraper, c'est l'État brésilien qui doit vous condamner. Voilà. Si maintenant vous êtes en pleine jungle, je veux dire en Afrique, mais c'est le pays pour lequel vous avez commis la forfaiture en pleine jungle africaine, mais qui doit vous
voilà, vous, qui doit intervenir pour, dans un cadre de loi, pour, euh, voilà, bien sûr, on ne met pas quelqu'un en prison directement, je vous le dis tout de suite. Bon, ça, vous voyez, encore une fois, c'est que les dictatures qui font ça. Maintenant, il y a toujours une enquête qui se fait. Voilà, et puis après, par rapport à une enquête, là, après, on peut intervenir ou pas. Voilà, intervenir ou pas. Voilà, c'est toujours par rapport à une enquête, parce qu'il suffit pas de prendre quelqu'un, de taper, il suffit qu'il dise quelque chose qu'il faut pas. Bon, mais voilà, en prison. Alors, je vous rappelle qu'ici, il y a plusieurs moyens de pression, hein, pour le cadre de la loi. Bon, c'est de faire avoir peur par la prison. Quelqu'un qui n'a pas peur de la prison, bah, je vais dire, bon, il va pas trop respecter la loi. Donc, on essaie de faire craindre. Alors, beaucoup de gens ne craignent pas la prison, hein. C'est un moyen de pression pour certains, mais pas pour d'autres. Il y en a, vous parlez de prison, mais ils s'en foutent. Et bon, ils vont dire, bon, je vais aller en prison et je vais passer mon temps là-bas. J'aurai au moins un logement, je veux dire, je serai au chaud et je vais manger. Il y a des gens qui vont fonctionner comme ça, même s'ils sont enfermés, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bon, la prison, c'est un cadre. Bon, certains, vous parlez de prison, ils commencent à avoir peur. Voilà. Je veux dire, chacun est comme il est. Chacun est comme il est. Je veux dire, il y a des gens, ils ont peur pour tout et n'importe quoi. Il y a des gens, ils n'ont pas peur. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, il y en a, ils s'en foutent. Vous leur tapez même 20 ans de prison. Ben, du moment que vous leur payez leur pain, vous le mettez bien au chaud, ben, je veux dire, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vont se faire des copains en prison. Et ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, la prison est un moyen de pression. Alors, un autre moyen de pression, c'est de dire bon qu'on va tuer la personne, c'est-à-dire bon, il y a des peines capitales, des peines capitales. Bon, on va faire peur à la personne. Et encore une fois, là, il y a des gens qui n'ont pas peur de la peine capitale. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, ils vont se dire une fois que je suis mort, bon, je n'ai plus rien voilà, voilà, peine capitale. Donc, tout le monde n'a pas forcément peur. Donc, ici, on va se baser sur la peur. Donc, quand il y a, je veux dire, quelque chose qui va se passer, on va mettre un moyen de pression, on va faire avoir peur les gens par de la prison, par de la peine capitale. Et je veux dire, bon, il y en a qui n'ont pas ni peur de la peine capitale, ni peur de la prison. Bon, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas peur de la prison qu'ils ne sont pas forcément irrespectueux. Voilà. Le tout, c'est de respecter bon, la loi, mais c'est pas parce que, bon, s'ils respectent la loi et puis qu'on vienne il y a des gens qui vont tenter de leur faire avoir peur, monsieur, vous allez en prison, ben, le gars, s'il s'en fout, il dit, ben, mettez-moi en prison, je veux dire, j'ai rien fait, mettez-moi en prison. Il y a des gens, ils n'ont pas peur, voilà, je veux dire que ça comme ça. Même que vous le tapez 10 ans, du moment que vous payez ses frais pour manger au matin et là, au cours de journée, et qu'il est chauffé en prison, et voilà, qu'il a un lit pour dormir, et voilà, qu'il a un lieu, voilà, il s'en fout, il s'en foutra. Voilà, donc en fait, ces notions-là de prison et de peine capitale, ben, c'est un moyen de pression aussi, hein. Bon, parce que parfois, il y a des gens qui n'ont rien fait, on leur dit, bon, tu vas aller en prison, juste pour les faire avoir peur. Et parfois, je vois même, parfois, dans les médias, ben, quasiment, ça parle toujours de prison, ben, pour faire avoir peur les gens. Mais il y en a, ils n'ont pas peur de ça. Je veux dire, la vérité, bon, c'est un moyen de pression sur les gens, voilà, pour leur faire avoir peur en disant, bon, qu'ils risquent la prison. Il ne faut pas abuser avec ce mot prison, hein. Déjà, les prisons sont remplies, hein, on ne met pas n'importe qui en prison. Il faut commettre quelque chose de grave pour pouvoir mettre quelqu'un en prison. C'est pas parce qu'il a dit deux mots qu'on va le mettre en prison, parce que chaque fois on met quelqu'un dit deux mots de travers et qu'on les met en prison, mais il n'y a plus de place dans les prisons, je vous le dis tout de suite. Alors, je veux dire, il y a aussi, bon, les voleurs, bon, qu'est-ce que c'est qu'un voleur? Est-ce qu'il mérite la prison? Ça, c'est, voilà, les juges qui entrevoient. Mais pour moi, je veux dire, il y a des petits voleurs comme il y a des grands voleurs. Il y a les voleurs en col blanc comme il y a des petits voleurs. Bon, il y a des petits voleurs, ils vont voler des petites choses. Effectivement, c'est punissable par la loi. Effectivement, ils doivent être condamnés par une condamnation, je veux dire, attribuée par un jugement. Voilà. Généralement, les jugements ne sont pas forcément, je veux dire, vivaces, bah, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des clémences. Le tribunal peut être clément aussi, hein. Bon, il va se dire, bon, ne recommence plus, tu feras plus ça, et puis, je veux dire, tu as une petite amende, et voilà. Il y a des tribunaux qui sont comme ça. Et donc, le gars, s'il réfléchit un petit peu, il va se dire, bon, je peux recommencer, et je vais essayer de plus, voilà, de plus faire de bêtises. Par contre, il y a des gens, ils vont recommencer à chaque fois, mais là, c'est vrai que si le juge dit une fois, monsieur, je vous ai laissé une fois, puis une deuxième fois, et maintenant la troisième fois vous recommencez, ben là vous êtes condamné à de l'effectif, de la prison effective. Et effectivement, c'est parce qu'on ne sait pas y échapper. De toute façon, la seule chose qu'on peut le punir, c'est par de la prison, voire de la peine capitale.
Donc il fera, voilà, il passera des nuits en prison avec un certain temps, voilà, qui sera fixé par. Mais sachez qu'il y a des cols blancs, bah, ils ont jamais rien. Ce que je constate, c'est pas normal, parce que je veux dire là, les cols blancs, normalement, ils doivent aller en prison comme le petit voleur, parce que parfois ils ont volé plus. Il y a des gens, ils volent plus. Donc, et là, ça, c'est la législation. Il n'est pas, je veux dire, n'est pas, je veux dire, il suffit de prendre des bons avocats avec, je veux dire, qui voilà, vous leur donner un gros montant, ben, il va essayer de vous se décarcasser pour vous sortir de la situation et donc ne pas faire de prison. Et ça, c'est pas normal parce que il y a des gens, bon, qui, 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 qu'on a des preuves qu'ils ont volé, je veux dire, qui ont fait de la corruption. Et je veux dire, malgré tout, ils se trouvent avec un bracelet électronique ou plusieurs jugements pendant des années. Pour finir, ils ne font même pas un jour de prison. Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Bon. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a un cadre. Hum, hum. Alors, je vous rappelle, Duralex, c'est de l'ex. Duralex, c'est de l'ex. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut respecter la loi. C'est comme ça. Et c'est pour tout le monde qui doit respecter la loi. C'est pas les petits qui doivent respecter, les grands ne respectent pas. Non, tout le monde doit respecter la loi. Bien, parce qu'il y a beaucoup de corruption aussi chez les grands. Mais je veux dire, ils arrivent à passer la maille du filet. Et dans un État démocratique, ça ne devrait pas se passer comme ça. Toute corruption devrait être, je veux dire, sanctionnée par, je veux dire, voilà, par une punition qui mérite, je veux dire, voilà, la peine qu'elle mérite. Une punition, voilà, une punition jugée sur une peine méritée. Méritée. Bon, bien sûr, juger, hein, juger, j'ai bien dit juger, parce que il ne suffit pas d'accuser quelqu'un de corruption alors qu'il n'a rien fait. Là, encore une fois, il faut avoir fait des enquêtes et prouver que le tout c'est de prouver qu'il y a eu voilà, des dépassements. Et je veux dire des gros dépassements, parce que la corruption, généralement, c'est pas 1000 euros ou 2000 euros. Bon, généralement, la corruption, c'est voilà, c'est en milliers, voire en millions d'euros. Voilà, on va dire ça comme ça. Et dans tous les États, on retrouve des gens qui ont un gros ventre, qui veulent plus que d'autres, ils en veulent plus que d'autres, dans tous les sens, hein. Ils en veulent tous plus. Alors, c'est ça que je parlais ici. Ils en veulent plus que d'autres au niveau financier. Et quand ils ont le financier, ben, ils ont le pouvoir. Parce qu'ils se basent sur le financier pour avoir le pouvoir. Donc, le financier, ils veulent beaucoup d'argent pour avoir un pouvoir. Bon, alors il y a certaines personnes qui ont beaucoup, voilà, de finances. On les surveille. On les surveille pour pas qu'ils dépassent un certain cap. Parce que après le prochain cap, c'est de prendre le pouvoir de quelqu'un. Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des luttes de pouvoir. Il va y avoir des luttes de pouvoir. Entre un pouvoir, par exemple, un pouvoir classique et une mafia. Si une mafia arrive à avoir beaucoup d'argent, ben, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la mafia peut prendre le pouvoir par rapport à un pouvoir et faire voilà, destituer un pouvoir par rapport grâce à la finance. Parce que qu'est-ce qui va ramener ce pouvoir? C'est voilà, le pouvoir financier. Il y a le pouvoir financier qui va ramener un certain pouvoir, je veux dire, euh, de commander. Financer, avoir les finances, c'est avoir des manœuvres pour pouvoir voilà, édicter sa façon de voir, ses lois. Ses lois. C'est ça que je veux dire. Donc, le financier peut faire régir des lois. Le financier peut, je veux dire, voir à sa façon les lois et de les régir. Et alors, si elle permet de les régir, elle a un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Donc, bien sûr, vous aurez compris que tout est basé sur du financier. Alors, les financiers, qu'est-ce qu'ils possèdent? Normalement, c'est un État. C'est un État. Un État gère, je veux dire, des frontières, gère l'intérieur de ses frontières. Un État possède, voilà, de la finance et grâce à la finance permet un certain pouvoir. Alors, ce pouvoir, on peut avoir des protections, hein. Alors, protection militaire, protection policière, policière, protection gendarmerie, protection des douanes, protection police des frontières,
voilà, protection maréchaussée. Et parfois une protection tout simplement populaire. Voilà, donc les protections, on peut en avoir de toutes sortes. De toutes sortes. Protection populaire ou organisée, ou peu importe, par milice, populaire, etc. Donc, un pouvoir, il est toujours, je veux dire, entouré de personnes, voilà, qui permettent, voilà, de mettre en jeu, je veux dire, ces lois, de les mettre en jeu, de surveiller si ces lois on va dire, si ces lois sont, comment est-ce qu'on appelle ça, bien respectées, voilà, si on respecte bien ces lois. Mais généralement, ce qu'on veut dans un État, c'est qu'il n'y ait qu'un seul pouvoir, un grand pouvoir, un grand pouvoir. Il peut être multifacette, hein. Ça c'est la lutte les partis politiques. Bon, ils ont chacun leur pouvoir, mais il peut avoir voilà. Bon, en gros, je veux dire, il y a un pouvoir général, en gros. Même s'il y a des multifacettes de pouvoir, bon, quand il y a des lois qui sortent, bon, c'est pour tout le monde, et ça émane, voilà, voilà, d'un conglomérat de partis, voire d'un parti tout seul. Voilà, on peut avoir un conglomérat de partis qui forment des lois, voire, on va dire, un parti qui décide, voilà, de ce qu'est la loi. Alors, les partis, c'est pas forcément des partis politiques, hein, parce que dans le pouvoir, c'est ce que je vais regarder, je vais voir maintenant. On a dans le pouvoir, vous avez le pouvoir familial. Le pouvoir familial, c'est déjà, bon, il y a qui, charbonnier maître, le charbonnier maître chez soi. D'ailleurs, c'est l'adage qui dit charbonnier. Alors charbonnier, je ne sais pas si c'est avec deux N, mais enfin bref. Charbonnier est maître chez soi. Chez lui. Ça veut dire que, voilà, il y a la société patriarcale et la société matrimoniale. Voilà, bah ici, bon, généralement, ça a été la société patriarcale. Avoir un père, le père, c'est lui qui édicte les façons de voir aux enfants. Bon, quand quelqu'un ressort d'un cadre, voilà, familial, ben c'est le père qui l'enguirlande. Voilà, c'est lui qui permet de voir les punitions. Alors, bon, bien sûr, parfois c'est la mère, mais la mère, bon, généralement, elle a un mari, elle dit au père ce qui s'est passé, elle est en guirlande, voilà, des enfants. Mais parfois, il peut y avoir des conflits père-mère, voilà. Et parfois, bon, souvent, il y a voilà, des séparations. On se retrouve, le père, il se retrouve tout seul avec euh, euh, des enfants, bon, il est capable encore de les gérer. Mais parfois, la mère, elle se retrouve toute seule, bon, elle perd les pédales quant à la gestion des enfants. Bon, parce que les enfants font n'importe quoi. Et la mère, bon, n'a pas, je veux dire, voilà, la hargne qu'a le père. Il y a certaines mères qui sont hargneuses. Mais en général, le père est plus hargneux. Pas toujours, je dis pas toujours. Hein. Bon, ben, genre, en général, le père est plus hargneux, mais pas toujours. Mais et parfois, on retrouve des mères hargneuses. Là, bon, les enfants écoutent à la mère hargneuse. Voilà, donc vous voyez qu'il y a déjà, au niveau de la société, il y a déjà, au niveau de la familiale, il y a des règles. Alors je peux énoncer quelques règles, enfin quelques lois, quelques règles, ouais, c'est des règles, on va dire plutôt des règles, on va pas parler de lois mais de règles ici. On a des règles au sein de la famille, au sein des religions. D'ailleurs, un des premiers catalyseurs, c'est la religion. Hein. Il vous dit, bon, on peut pas voler, on peut pas, voilà, on peut pas faire ci, on peut pas faire là. Bon, le premier catalyseur, c'est ça. Bon, quelqu'un qui ne respecte pas la religion, ben, il a déjà un cran libre. Il a déjà un cran libre, donc il peut faire des choses qu'il faut pas, parce qu'il n'a pas peur. Voilà, il craint pas. On va dire le bon Dieu, il craint pas le bon Dieu. Et donc, s'il craint pas le bon Dieu, ben, il est libre d'aller voler, il peut se permettre d'aller voler, il peut se permettre de faire déjà. Bon, il va pas respecter la religion, il va dire, bon, moi je fais ce que je veux. Ouais, voilà, il va commettre des péchés, il va se dire, bon, ouais, ça c'est rien du tout, ça c'est rien du tout. Alors que la religion cadre. Et d'ailleurs, la religion, elle a été omniprésente depuis son existence.
et quelles que soient les religions, quelles que soient les religions. Alors, vous allez voir que en France, bon, il y avait les catholiques, hein. Voilà, il y avait les catholiques, et le tout, même en Belgique, il y a eu les catholiques. D'ailleurs, ici en Belgique, il y a eu une lutte libéraux, les libéraux contre les catholiques au début de la création de la Belgique. Voilà, le tout c'était de retirer le pouvoir aux catholiques pour que les libéraux soient plus libres voilà, de faire des lois sans... Parce que les catholiques, quand ils interviennent, ben, ils vous disent ça, on ne peut pas, la religion, on ne veut pas. Par exemple, je pense à l'avortement, elle a son mot à dire, l'euthanasie, voilà, c'est des sujets éthiques, euthanasie, c'est des sujets éthiques, bon, que la religion, je veux dire, aime mettre son grain de sel et de dire, bon, si c'était un péché ou pas par rapport. Mais il y en a qui n'aiment pas la religion, il y en a qui ne croient pas à la religion, mais je veux dire, certains veulent enlever la religion, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'enlever la religion pour plusieurs raisons. Vu du fait que déjà dans les cimetières, bon, on retrouve des croix partout. Voilà, les écoles sont quasiment toutes des écoles voilà, des écoles catholiques ou des écoles, voilà, voilà, on retrouve Sainte-Marie, Sainte Gertrude, enfin ce que je vous voulez, mais bon, c'est tout des saints. On retrouve toutes des écoles catholiques, toutes des écoles, voilà, avec des saints. Donc aller enlever ça, bon, il faudra encore beaucoup de temps. Même s'ils essaient d'enlever les congés qu'ils appellent Noël, ils appellent ça autrement. Voilà, les congés mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de rues, beaucoup de bâtiments qui sont... en Belgique, il y a beaucoup de chapelles. Bon, vous voyez, beaucoup de chapelles, beaucoup de gens s'arrêtent aux chapelles et qui prient. Ils prient, bon, donc je veux dire, enlever la religion, c'est être un culte. Voilà, parce qu'on n'a pas de culte. On n'a pas de culte. On enlève le culte. Et donc, quand on n'a plus de culte, ben, on se base que sur soi-même, sur soi. Sur soi. Et alors, certains voilà, certains, leur Dieu, c'est la famille. Certains, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Mais maintenant, quand ils sont blessés, on ne peut pas dire que le Dieu se blesse. Donc, bien sûr, on comprend que Dieu, il est cette recherche, voilà, de ce qu'est le bon Dieu, ben, je veux dire, tombe dès le moment où vous êtes en moment de faiblesse, parce que normalement, le bon Dieu, c'est quelque chose d'infiniment, voilà, voilà, c'est toutes les infinitudes qui se retrouvent derrière, voilà, le bon Dieu, infiniment grand, infiniment, une infinie bonté, j'ai dit bonté, etc., etc. Bon, donc c'est quelque chose d'idéalisé, idéal. Voilà, donc si vous mettez en votre bon Dieu, c'est la famille, quand il se passe une dispute, bon, c'est pas idéalisé la dispute, hein. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui se dit que moi je suis le bon Dieu, je n'ai pas que moi-même avec mon esprit et que je fais confiance qu'en moi-même, ouais, mais le jour quand il se passe quelque chose, ben, il est pas infaillible voilà, donc il n'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est quelque chose d'infaillible. Voilà, donc ici, donc on a des règles familiales, des règles religieuses, des règles et de tout temps, on a eu des règles religieuses dans beaucoup de pays, hein, même en France et en Belgique, etc., etc. D'ailleurs, beaucoup d'écoles, comme je dis, les hôpitaux ont des connotations religieuses. Voilà, voilà, beaucoup d'hôpitaux se retrouvaient avec des croix, Bon, vous n'avez pas enlevé toutes les croix dans les comment on appelle ça, les cimetières. Vous avez pas retiré les noms des saints des rues. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous devez faire gommer toute une partie de l'histoire de Belgique, voire de France, voire de ce qui est pas possible, parce que l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle reste, et certaines personnes ont cours, je veux dire, une confiance à la religion. Bon, c'est pas tout le monde parce qu'ils savent bien qu'il y a quelque chose euh, d'exceptionnel dans la création de la Terre et de l'univers, et qui savent bien qu'il y a, voilà, euh, un être, pour parler comme ça, un être qui a régi toute la création de la vie, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et quand je dis la vie, c'est même de l'univers et de la Terre. Donc on ne peut pas dire que tout ça, ça a été créé, je veux dire, c'est tombé du ciel, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, il faut construire tout ça. Et donc certains disent que la création a été faite par, voilà, une entité, voilà, qu'on ne sait pas ce que c'est, qui est idéalisée, qui a créé tout ça. Voilà, qui a créé tout ça. Bon. Et donc certains
se voilà, retranchent derrière les lois religieuses. Bon, certaines personnes ont des règles familiales, mais que certains membres de la famille ne sont pas d'accord avec les règles familiales. Mais il y a des règles familiales. Par exemple, quelqu'un qui veut manger, ben, on lui dit que bon, il doit serrer sa chaise à l'intérieur de la table, bien se positionner pour manger. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi quand on est à table et d'être tralali, tralala, on va coucher à une certaine heure. C'est parce que s'il y en a un qui va coucher à minuit, l'autre qui va coucher à 1h du matin, l'autre qui va coucher à 3h du matin. Bon, déjà pour l'électricité, ça va coûter un os. Voilà. Mais c'est surtout que bon, il faut un cadre. Je veux dire, tout le monde va coucher à la même heure. Et, bon, c'est comme ça. Il y a des règles familiales. On mange à telle heure, et c'est pas qu'il y en a un qui mange à 5 heures, l'autre à 7 heures, l'autre à 8 heures. Et chaque fois, la table, elle est jamais nettoyée. Bon, on va dire ça comme ça. Elle est jamais propre, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient manger. Donc, il faut des règles qui régissent, voilà, euh, les règles familiales. Il y a des règles religieuses au sein d'une communauté religieuse. Bon, certains gens respectent certaines choses. Déjà, au sein de la communauté religieuse. Et alors, ensuite, il y a alors, ne rien respecter, c'est la porte ouverte à tout. Hein. C'est de prendre des drogues, c'est de faire n'importe quoi. Voilà, c'est de faire n'importe quoi. C'est l'ouverture à tout. C'est de faire du n'importe quoi. Voilà, avoir une vie n'importe quoi. Chacun entrevoit la chose, mais ça peut ramener, je veux dire, à des punitions, voilà, des peines d'emprisonnement. Même si certaines personnes n'ont pas peur de la prison et d'autres en ont peur, ben, je veux dire, ça ramène du n'importe quoi. Je veux dire. Le fait de faire n'importe quoi, aller fumer, voilà, fumer, sortir à n'importe quelle heure, voilà, ne pas avoir voilà, un régime de vie, je veux dire, euh, cohérent, ben, je veux dire, d'abord, ça peut nuire à sa santé. Hein. S'il prend des drogues, et bon, il dit je fais ce que je veux, je fume, ben ouais, le fumer c'est mauvais pour la santé, et prendre des drogues c'est mauvais pour la santé, donc je veux dire, là il va être pénalisé autrement que par des peines de prison. Alors parfois, il vaut mieux avoir une peine de prison que d'avoir une maladie liée qui ne part plus, hein, qui ne part plus suite ouais, si vous avez pris toujours des drogues, et puis un jour vous avez une maladie qui est incurable, voilà, qui va vous suivre tout le restant de votre vie, ben, vous l'avez payé. Hein. Voilà, donc c'est à la rigueur si vous avez fait de la prison et qui vous a arrêté toutes ces bêtises-là, au moins ça serait arrêté voilà, du jour au lendemain. Mais comme vous n'êtes pas arrêté, que vous avez pris des drogues et que ça vous a fait tomber, je veux dire, dans voilà, un état de santé que vous ne serez plus récupéré. Hein. Vous ne serez plus récupérer cet état de santé parce qu'après certaines années, il y a des gens qui se sont drogués pendant des années, ben, leur cerveau il n'est pas comme un enfant. Leur cerveau n'est pas, voilà, en état naturel, il est plus qu'il était comme il était auparavant. C'est normal parce qu'il a été bousillé pendant des années. Voilà, quand on bousille son cerveau pendant des années, il n'est plus ce qu'il est. Il n'est plus ce qu'il est, même si la personne peut-être s'en rend pas compte, mais un cerveau, une fois qu'il est voilà, usé par des drogues, ben, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ben, le problème, c'est que la personne n'est plus comme il était auparavant. Donc il y a des règles. Alors maintenant, il y a des règles, par exemple, si vous allez jouer à des jeux, dans des clubs de jeux, il y a des règles aussi. Il y a les règles scolaires à l'école, règles scolaires. Voilà, il y a des clubs de jeux. Et là, vous devez respecter. Voilà, il y a tous des endroits, voilà, les règles de société dans une industrie ou quelque chose comme ça. Vous travaillez voilà, dans une industrie, vous êtes ouvrier, ben, il y a des règles. Si vous êtes employé ouvrier, ben, il y a les règles au sein de la société à respecter. La société, l'industrie, la compagnie, etc. Bon, vous avez voilà, des règles à respecter quand vous allez travailler. On vous dit vous ne pouvez pas boire de l'alcool, sinon c'est C4. Alors là-bas, la punition c'est le C4. C4, c'est-à-dire, voilà, c'est un formulaire. C4, c'est un formulaire qui vous dit que bon, ben, quand vous avez fait une grosse connerie, ben, maintenant vous êtes viré. Maintenant, il y a toujours bien sûr les syndicats. Vous pouvez aller toujours voir un syndicat qui va peut-être vous mettre l'affaire en justice et peut-être essayer de vous défendre pour essayer que vous ne soyez pas viré de la société, ou si vous êtes viré, de demander une compensation, je veux dire, à la société, parce que vous avez trouvé que c'était voilà, un geste indu de la société. Je dirais indu et abus. Et abusif. Abusif, abus de la part de la société, et voilà, j'ai dit les trois mots.
abusif, abus, et le troisième, je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des règles, et que dans une société, bien sûr, vous avez des règles, et les règles, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Par exemple, vous allez faire de l'électricité, vous avez ce qu'on appelle le règlement général des installations électriques. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que sinon, je vous rappelle que les assurances, au niveau des droits des assurances, il y a des règles. Hein. Et si vous ne respectez pas certaines règles, ben, un incendie, vous ne percevrez rien. Voilà, donc il y a des règles. Et ces règles-là, ben, par exemple, si vous faites une installation électrique, il faut respecter le RGUE, règlement sur les installations électriques. Si vous ne respectez pas ça, si l'assurance intervient et voit qu'il y a des règles qui n'ont pas été, je veux dire, respectées, ben, voilà, l'assurance ne va pas vouloir. Maintenant, on peut attaquer, je veux dire, l'assurance au tribunal et essayer d'avoir de gain de cause. Ben, maintenant, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein, parce que les assurances, ils ont de l'argent, des moyens pour pouvoir, voilà, essayer de contrebalancer en contrepartie vers leur côté. Vers leur côté. Bon. Mais malgré tout, le pot de terre, il peut quand même, le pot de terre, il peut quand même, voilà, essayer d'influencer les choses. Certains ne luttent pas, mais certains d'autres vont lutter. Parfois, le pot de terre gagne contre le pot de fer. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas parce que, je veux dire, les assurances ont des milliards derrière eux que, bon, ils peuvent tout écraser comme un rouleau compresseur. Ils peuvent le faire, mais il y a des cas de figure où il y a la justice, je veux dire, voit clair et fait en sorte que c'est pas le financier qui va régir la loi. C'est pas le financier qui va régir la loi. Même si la plupart du temps, c'est le financier qui régit la loi, effectivement. Quelqu'un qui prend un bon avocat, bon, on va lui dire qu'il est pas coupable. Alors que c'est lui le coupable. Bon, je veux dire, voilà, beaucoup de gens, dans beaucoup d'affaires, bon, sont les premiers coupables. Et les premiers enquêteurs, je dis bien les premiers enquêteurs, dans les premières affaires, constatent que, effectivement, c'est le premier coupable. C'est le premier coupable, de par, voilà, le premier coupable. C'est le premier coupable. Et donc, la justice tient bien à quelqu'un, je veux dire, qui est coupable de l'affaire. Alors maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez, la plupart du temps, par rapport à ce premier coupable, ben, on intervient des avocats, de gros avocats, voilà, qui va bien sûr, certains avocats qui vont influencer bien sûr les médias. Voilà, et les médias, bon, font croire n'importe quoi à la population. Hein. Voilà, ils font croire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut ne pas faire confiance aux médias, parce que les médias, c'est beaucoup de les médias, surtout en 2024, font beaucoup de propagande. Les médias, bon, maintenant, voilà, c'est beaucoup. C'est depuis des années, les médias voilà, font de la propagande. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, bon, c'est ceux qui ont le pouvoir des médias qui font croire n'importe quoi. Et donc, grâce à ces avocats, bon, qui racontent un petit peu n'importe quoi et qui, voilà, influencent les médias, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, les premiers coupables ne deviennent plus des coupables. Voilà. Ne deviennent plus des coupables. Et comme ils ne deviennent plus des coupables, ben, on ne trouve plus les coupables. C'est normal parce que c'était eux les coupables. Et bon, on va pas mettre quelqu'un coupable qui n'a rien fait et le mettre en justice. Donc après, il y a des affaires qui ne sont pas résolues. Alors pourquoi ils ne sont pas résolus? Parce que, ben justement, parce qu'il y a des avocats qui ont été payés pour, voilà, détruire toute preuve matérielle. Voilà, elle va détruire toute preuve matérielle. Voilà, par des logiques qui leur sont propres aux avocats, ils vont essayer de démonter des affaires. Ouais, tout simplement pour que la personne, le premier coupable, ne soit pas coupable. Voilà. Et alors, il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas élucidées à cause de ça. À cause de ça. Donc, et ça, bon, pour que le premier coupable ne soit pas coupable, mais il faut mettre le montant. Le premier coupable doit mettre beaucoup de montant d'argent. Et il doit mettre beaucoup d'argent. Il doit mettre beaucoup d'argent, payer les avocats pour que l'avocat puisse faire quelque chose pour lui. Alors bon, maintenant, il pourra démonter un dossier, même si c'est le premier coupable qui est coupable. Quand je dis premier coupable, c'est vraiment le premier coupable, hein, parce que je dirais plutôt ici généralement on parle pas de coupable dès le départ, mais on parle de
peut parler parfois de témoin. Un témoin, il peut passer, je veux dire, de témoin à accusé. Il peut passer de témoin à accusé. On prend comme témoin dans un premier temps, puis il devient accusé, et puis de accusé, ben, il est coupable. Voilà, il est coupable. Bon, il y a souvent ce jeu-là qui est fait. On va chercher quelqu'un, on se dit, bon, qu'est-ce que tu faisais dans les lieux, sur les lieux? Ah, moi, j'étais sur les lieux. Bon, il va vous dire qu'il va vous donner ses raisons pour lesquelles il était sur les lieux. Et puis après, comme il était le seul à être sur les lieux, on va l'accuser. Et puis après, l'accusé, on va démontrer qu'il est coupable. Mais les avocats, leur but, c'est de tout démonter, justement. Démonter point par point, justement, pour ne pas qu'il se fasse, justement, condamner. Et donc après, quand voilà, des inspecteurs découvrent qu'il y a un premier témoin qui devient accusé, qui devient premier coupable, là, peut-être avec des complices, mais bien sûr, vous avez compris que ce coupable va faire appel à des avocats qui, lui, va payer énormément d'argent, qui, ces avocats, bon, vont démonter l'histoire et vont travestir, je veux dire, les affaires, et notamment les médias vont travestir aussi, parce que les sources... et alors, on ne trouvera plus le premier coupable. Le premier coupable ne sera plus le premier coupable. On va tout démonter l'histoire pour faire passer le premier coupable comme étant un innocent. Un innocent. Donc on va innocenter la personne. Et donc on ne trouvera plus personne. Pourquoi on ne trouvera pas? Donc ça va rester une affaire élucidée. Pourquoi? Parce que l'innocent, justement, il n'est pas innocent, il est coupable. On tenait le premier coupable qui était vraiment coupable. Mais il est innocenté. Il est innocenté. Donc là, vous ne trouverez plus jamais personne. Voilà, l'affaire sera élucidée. Elle ne sera plus élucidée. Elle sera plus élucidée. Et beaucoup d'affaires ont tourné ont tourné comme ça. Ont tourné comme ça. Donc beaucoup d'affaires n'ont pas été élucidées parce qu'on a innocenté les premiers coupables qui étaient vraiment les premiers coupables. On va dire ça comme ça. Bon, ceci étant dit, revenons maintenant à l'historique du droit. Alors dans la comptabilité, bien sûr, il y a des lois. Il y a des lois qu'on appelle... il y a le plan comptable minimum normalisé. En tout cas, voilà, l'historique de droit est le suivant. On a l'ancien droit. L'ancien droit. Alors, je vous rappelle que je parle pour la Belgique, et donc, bon, elle a été... il y a eu plusieurs, je veux dire, empires qui ont, je veux dire, dominé, je veux dire, les contrées qui s'appellent maintenant la Belgique. Il y a beaucoup... Alors, avant, bien sûr, à côté de la Belgique se trouve le Luxembourg. Voilà, un petit pays qui est juste dans le sud de la Belgique. Ben, je veux dire, l'histoire du Luxembourg, de la Belgique, bon, il y a des mélanges. Parfois, il y a des mélanges, voilà, de domination. Voilà, donc, quand on parle... Quand je fais référence à la Belgique, bon, je fais aussi référence au Luxembourg, bon, qui était lié, je veux dire, qui est lié fortement à la Belgique par son histoire. J'ai bien dit par son histoire. Hein. Voilà. Alors, on a l'ancien. Alors, Luxembourg, c'est un duché. Hein. C'est un duc. C'est le grand-duché du Luxembourg. Grand-duché du Luxembourg. Voilà. Il y a l'ancien droit. Le droit entre les deux. Ce qu'on appelle le droit intermédiaire. Voilà. Et bien sûr, après, il y a le code civil. Voilà. Alors, l'ancien droit, bien sûr, c'est avant 1789. C'est avant 1789. Alors, 1789 est le début de la Révolution française. Le début. Parce que, bon, la Révolution française a duré, je veux dire, jusqu'en... Voilà, 1799, je crois. Je verrai par après, mais c'est une période. La Révolution française n'a pas duré... voilà, c'est pas 1789. Elle a duré voilà, un certain temps. Une révolution, ça dure... c'est pas un jour et ça finit. Non, une révolution bah, il faut mettre les institutions en place, il faut remettre les règles en place, il faut... Voilà, un changement de régime
amène à, je veux dire, des conséquences lourdes qui ne se font pas, je veux dire, du jour au lendemain. Voilà, c'est comme un travail que vous devez faire. Vous devez monter un bâtiment, le bâtiment ne va pas se monter du jour au lendemain. Donc, un changement de régime, bon, ça va impliquer, je veux dire, un temps, pour ne pas dire un temps certain. Alors ça peut durer des années, un changement de régime euh, qui va ramener, je veux dire, voilà, des changements. Parce que quel est le but ultime du changement? Si le pays est endetté, si on veut désendetter, ben, le changement de régime pour une nouvelle révolution, doit aller voir comment on appelle ça, les, les créanciers, discuter avec les créanciers, voilà comment refaire un régime voilà, de financement pour refinancer des dettes, refinancer le lancement euh, de la société par de la construction, par des créations d'entreprises, par toute une panoplie voilà, qui va relancer l'économie. Une relance de l'économie, c'est quand on dit le bâtiment va, tout va, c'est-à-dire il faut relancer d'abord le bâtiment. On relance le bâtiment et puis bon, on aura une croissance qui va venir avec tout ce qui va avec derrière. S'il faut du béton, le béton va tourner, les aciéries vont tourner parce qu'il y a les armatures en fer, en béton pour enfin les armatures en fer pour le béton. Voilà, il y a toutes les poutrelles en fer, etc. Donc le fer, il va fonctionner correctement. Donc il faudra des aciéries, il faudra des usines de béton, il faudra des usines de verre pour les carreaux, et ça va relancer l'économie. Mais bien sûr, on peut aller demander un financement, voire une annulation d'une partie de la dette, pourquoi pas, quand on a un nouveau régime. Et donc un nouveau régime va impliquer une nouveauté. Donc en 1789, une différence très nette euh, se marquait entre le nord et le sud. Donc on avait différence entre le nord et le sud. Attention qu'après je vais montrer les régions. Hein. Quand je dis nord-sud, vous allez voir, les régions, qu'est-ce que c'était? Ben, je veux dire, qu'est-ce que c'était que, voilà, la France à ce moment-là? Parce que, bon, donc ça, c'est avant 1789. Donc, comme il y avait une grande différence entre le nord et le sud de la France, ben, on avait deux types de droits. Ouais, il y avait le sud avec son droit, et il y avait le nord avec son droit. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Les droits n'étaient pas les mêmes parce que il y avait une différence marquée, voilà, entre le nord et le sud. Et alors, si je prends le sud, c'est le droit, on va dire, c'était du droit écrit, puisant sa source dans le droit romain. C'est un droit écrit puisant sa source dans le droit romain, donc c'était, on va dire, du droit romain, ça redescendait très loin. Quant au nord, ben, c'était plutôt le droit coutumier. Voilà, ça c'était avant 1789. Avant 1789. Avant 1789. Donc il y avait deux sortes de droits. Ça c'était l'ancien droit. Voilà, donc il y avait le droit coutumier et le droit romain, suivant les régions. Ensuite vient le droit intermédiaire. Le droit intermédiaire, ben, ça, vous savez très bien que c'est le 17 juin 1789. « 17 juin 1789. Donc avant 1789, ben c'est du droit coutumier, ça dépend, le sud c'était droit romain, le nord droit coutumier, et le droit intermédiaire, ça apparaît le 17 juin 1789. Alors comme j'ai dit, est-ce que c'est la Révolution française? Ben là, c'est toute une époque, hein, je veux dire, ce changement de régime, il s'est affecté pendant voilà, des dizaines d'années. On va dire ça comme ça.
Alors, on va dire 1789, là on a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, voilà, l'Assemblée nationale devient le pouvoir souverain. Donc ça c'est le pouvoir souverain, c'est l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, l'Assemblée nationale qui décrète, on va dire, qui décrète ou qui prend des décrets qui constituent la loi ou les lois du pays. Donc c'est là que ça se décrète les lois. Donc là, on a une assemblée nationale, et c'est là que se décrètent les lois. Alors, le code civil. Le code civil, là, ça vient beaucoup plus tard. Hein. Le code civil, c'était en 1800. Voilà, ça c'est en 1800, code civil. Donc vous voyez qu'il y a différents types de lois. Hein. Historique du droit, il y a l'ancien droit, le droit intermédiaire, le code civil. Le code civil c'est 1800. Et c'est bien sûr, vous aurez compris, sous Napoléon. C'est sous Napoléon. Alors, Napoléon nomme bien sûr une commission. Comment est-ce qu'on appelle ça C'est une commission de juristes. Voilà, c'est une commission de juristes. Je dirais même de juristes consultants ou juristes consultes. Voilà. Et le code civil comprend bien sûr plusieurs titres. Plusieurs livres, pas plusieurs titres, plusieurs livres. Il y a le livre 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Bien sûr, le code civil comprend donc un titre préliminaire, bien sûr, devenu par après la constitution belge. Voilà, il y a un titre préliminaire. Et puis il y a le livre premier, les personnes. Voilà, le livre premier. Donc il y a le titre qui est la constitution. Alors le livre premier, ça concerne les personnes. Ensuite, donc, ça, personne, c'est être. On est une personne. Et donc, ça concerne les individus. Et puis, il y a les biens. Les biens, c'est les avoirs. Il y a être et avoir. Voilà. C'est avoir. Ou, de son nom, les avoirs. Posséder. Alors, après, il y a... ça, ce sont les biens. Hein, pas confondre les personnes et les biens. Et puis, il y a quand on a des biens, c'est... comment... C'est du comment. On va placer ça sur du comment. C'est une question, c'est du comment. C'est du comment. Donc, c'est être, avoir, et le troisième livre, c'est du comment. Et le titre, c'est la Constitution. Alors, comment, quoi? C'est quoi ce comment? C'est les différentes manières d'acquérir la propriété. Différentes manières d'acquérir la propriété. Et en 1804, bien sûr, en 1804, la Belgique était sous domination française. Hein. Le Code civil français est donc resté en vigueur après la Révolution belge de 1830. Et est toujours, bien sûr, d'application aujourd'hui. Donc, voilà, le code civil français
Donc c'est-à-dire le code Napoléon, hein, le code civil français, c'est le code Napoléon. Voilà, c'est lui qui a écrit les différents livres. Bien sûr, avec beaucoup de changements. Hein. Bon, bien sûr, les lois, elles se votent quasi au quotidien. Ben, il y a des changements au quotidien. Voilà, on va dire ça comme ça. Ben, le gros du code civil, le cœur, le noyau du code civil, ben, redescend à 1800. Et donc, comme je dis, en 1804, ben, la Belgique était sous la domination française. Et donc, qui dit domination française dit respect des lois françaises, et donc notamment celle de 1800, c'est-à-dire du code Napoléon. Donc il fallait respecter le code civil. Bon, Napoléon qui a ramené l'administration, voilà, voilà, la gestion des administrations françaises en Belgique. Alors maintenant, ceci étant dit, voilà, j'ai des dates, j'ai chronologie, période française de l'histoire de Belgique. Alors, la période française de l'histoire de Belgique s'étend de l'occupation des Pays-Bas autrichiens, voilà, et voilà, donc la période française de l'histoire de Belgique s'étend de l'occupation des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège en 1792. Donc c'est après 1789. Voilà. Suivi de l'annexion de ces territoires par la France en 1795, puis à leur cession officielle, perpétuée à la France par l'empereur du Saint-Empire, ancienne puissance souveraine. Lors du traité de Campo Formio le 18 octobre 1797, jusqu'à la chute de l'Empire en 1814, voilà, la période française que connurent les territoires qui forment actuellement la Belgique est une époque charnière dans l'histoire de ce pays. Alors, chronologie, 1789 à 1790, les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège se soulèvent contre leurs souverains respectifs. Voilà. 1790, période des États-Unis de Belgique, État Belgique uni. Alors, les Pays-Bas aussi, c'était... ils avaient aussi ce nom-là, les Pays-Bas. Ils aimaient bien avoir le mot uni. C'était des territoires qu'ils appelaient ça voilà, des États, voilà, qu'ils étaient unis. Tout comme les États-Unis qui possèdent un certain nombre d'États qui sont unis. C'est tous des États unis. Comme les États-Unis d'Amérique. On va dire ça comme ça. Les États-Unis d'Amérique, c'est tous des États. Certains ont leur propre loi. Voilà, certains peuvent... Il y a la peine de mort, la peine capitale dans certains États. D'autres n'ont pas cette peine capitale parce que... Voilà, alors certains États, quelques États peuvent demander l'indépendance, mais ils ne le font pas. Ils restent toujours sous le joug des États-Unis. Mais ils pourraient le faire du jour au lendemain, sans qu'il y ait, voilà, voilà, enfin, c'est vrai que l'État profond, probablement le jour où ça arriverait, ben, je mettrais son droit de veto pour ne pas que ça se puisse produire, mais il y a 2-3 États, je ne sais plus c'est lequel, qui peut demander son indépendance. Mais je ne sais pas si ça arrivera malgré tout, malgré qu'ils puissent le faire. Voilà, alors 1792-1793, occupation française et première tentation d'annexion. Voilà, 1793-1794, seconde restauration impériale. 1794-1795, réoccupation française. 1795-1799, directoire. Alors 1795, annexion de la France des 9 départements réunis. 1797, l'empereur de Saint-Empire reconnaît la cession des territoires lors du traité de Campo Formio et les cède à la République française qui possédera ces pays à perpétuité. Bien sûr, perpétuité dans ce cas-là, ça ne va pas rester à perpétuité puisqu'en fait les Anglais vont arriver et vont avoir la bataille de Napoléon. Alors, les Anglais ne se sont pas battus tout seuls, je vous le dis tout de suite. D'abord, la France s'est battue avec Napoléon. Bon, il y a eu la campagne de Russie, il y a eu la campagne... Voilà, ils se sont battus un peu partout, la campagne d'Italie, en Suisse, etc., etc. Bon, il y a eu pas mal de batailles voilà, où, je veux dire, Napoléon s'est battu. Mais les Anglais ont ramené une coalition, notamment avec des Prussiens. Et je vous rappelle qu'ici, je veux dire, il y a une ville... Enfin, une commune de Belgique qu'on appelle Ligny, où
le général Blockner, bon, qui est de l'Allemagne actuelle, a fait, je veux dire, a, a surpris les troupes de Napoléon, voilà, à Ligny, et je veux dire, il y a eu, voilà, une bérésinade des troupes françaises, ça, déjà à Ligny, et remonté vers voilà, Braine-l'Alleud, Waterloo, pour se battre contre les Anglais. Donc ici, les Allemands, enfin, ce qu'on appelait, c'était des Prussiens à cette époque-là, mais c'est des Allemands actuels. Les Allemands n'ont jamais, je veux dire, vu d'un bon oeil, voilà les Français. De tout temps, les Allemands ont toujours, je veux dire, quand il y avait une lutte contre les Français, bon, toujours, je veux dire, massacrer les Français. Ils les avaient pas dans leur cœur. Voilà, par exemple, il y a certaines communes de Belgique, quand un Français faisait un attentat contre un Allemand, ce que faisaient les Français, enfin les Allemands, ils allaient rechercher tous des hommes français, les fusiller, même ceux qui n'avaient rien fait. Alors les gens, ils allaient se cacher dans les églises, ils allaient se cacher dans les égouts, ils allaient se cacher, bon, je veux dire, dans tous les endroits pour échapper à la mort. Mais les Allemands, quand ils attrapaient des gens, voilà, des hommes de certain âge, bon, il les mettaient, je veux dire, en ligne et ils les fusillaient. Bon, les Allemands n'ont jamais, je veux dire, pu blairer, je veux dire, euh, voilà, les Français. D'ailleurs, il y a eu plusieurs guerres, je veux dire, entre les Français et les Allemands, notamment celle de 14-18, celle de 40-45, mais avant ça, il y avait des guerres impériales avant ça. Voilà, donc d'ailleurs, il y a une partie convoitée, je veux dire, qui était convoitée entre l'Allemagne et la France, voilà, qui était l'Alsace et la Lorraine. Je sais pas je sais pas si on l'appelle Moselle, je sais pas, hein. Bon, je sais pas si c'est la Moselle. Bah voilà, c'est pas loin du Luxembourg. On va dire c'est pas loin du Luxembourg. Voilà. Alors 1795, annexion de la France, euh, des 9 départements réunis. 1797, l'empereur du Saint-Empire reconnaît la cession de ces territoires de la France lors du traité Campo-Formio et les cède à la République française qui possédera ces pays à perpétuité en toute souveraineté et propriété et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Euh, voilà. 1799-1805 consulat. Alors, 1800, comme je l'ai dit, c'est le code civil. Hein. Avant 1782, c'est le code, voilà, euh, c'est l'ancien droit qui est le sud, le droit romain, le nord, droit coutumier. Et bien sûr, en 1789 arrive le droit intermédiaire avec l'Assemblée nationale et bien sûr, en 1800, c'est le code civil. Donc, en 1799-1805, là-bas, consulat, là on a le code civil là-bas. En 1799-1805 apparaît le code civil. 1805-1814, Premier Empire. Voilà, janvier 1814, occupation par la France, de la France par les coalisés qui proclament l'indépendance de la Belgique et mettent en place un gouvernement provisoire de la Belgique sous la tutelle de la coalition. Bon, cette coalition, c'est beaucoup les Anglais hein, qui sont intervenus avec une coalition. Voilà, il y avait les Hollandais aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Il y avait les Hollandais, il y avait les Anglais, il y avait les Autrichiens, les Prussiens. Tout le monde était là pour frapper sur voilà, Napoléon. Voilà, donc il y avait une différence de troupes, je veux dire, en nombre. La coalition était plus nombreuse, bien sûr. Hein. Mais Napoléon a quand même été, je veux dire, se battre avec voilà, une force beaucoup plus. En espérant que. Je veux dire, parce que Napoléon, depuis qu'il était petit, bon, il avait des vues sur. Ouais, quand déjà il était à l'école, il faisait des petits combats. Voilà, il était un petit peu maître voilà, de ses combats avec ses amis. Il faisait des petites bagarres. Voilà. Il avait déjà une vision de devenir un grand combattant, notamment comment est-ce qu'on appelle ça, quelqu'un qui fait des bons plans pour pouvoir gagner des batailles. Euh, euh, et donc, il pensait que malgré le nombre qu'il avait, il avait moins d'hommes, mais il pensait qu'avec une bonne stratégie, voilà un stratège, c'est ça que je cherchais, avec une bonne stratégie, il allait pouvoir contenir les forces anglaises et voilà, les battre. Mais ce qu'il y a, c'est que les Anglais n'étaient pas tout seuls. Ils étaient énormes, avec d'innombrables voilà, soldats. Et les Anglais aussi, notamment les Hollandais, les Prussiens, etc., bah, ils, connaissaient ils connaissaient la zone. Hein. Bon, s'ils pensaient que Napoléon pensait venir, je veux dire, en connaissant mieux la zone que les autres, bah, je crois que déjà ils se trompaient.
Bon, c'était une bataille, je veux dire, qui a sonné le glas, je veux dire, de Napoléon, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Mars 1815, lors du congrès de Vienne, les territoires des anciens Pays-Bas autrichiens et de l'ancienne principauté de Liège sont unis au territoire de l'ancienne République des Provinces-Unies. Voilà, c'était les Provinces-Unies, c'est ça que je cherchais. Voilà, les Provinces-Unies, c'était les Pays-Bas. Voilà, c'est ça que je cherchais tantôt, les Provinces-Unies. Parce qu'ils aiment bien le mot uni, hein, comme je disais. Voilà. Là, ce sont les Provinces-Unies pour former un nouvel État européen, le Royaume des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, la Hollande qui bien avant était un empire, hein, toujours été un empire, hein, tout le monde a connu l'empire, voilà, je veux dire, qui ramenait la marchandise, voilà, au comptoir des Indes. C'était les Hollandais. Bon, les empires, je veux dire, il y a eu pas mal, je veux dire, euh, des, on va dire de pays qui ont donné, je veux dire, qui étaient des empires, hein, qui étaient des empires. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, avec Rome. Rome, voilà, l'Espagne, l'Italie, comment on appelle ça, l'Angleterre, effectivement. Bon, ça ne se cite pas, mais les Pays-Bas, et bien sûr le Portugal. Le Portugal. Il y a eu d'innombrables pays comme ça qui étaient des empires. La Russie, la Russie. Et d'innombrables, hein, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud, d'innombrables pays, voilà, étaient, je veux dire, de grands pays, voilà, de très grands pays qui commerçaient au travers le monde. À partir de décembre 1790, les États Belgiques unis et la République liégeoise s'effondrent devant les armées françaises, les armées impériales. La contre-révolution brabançonne avait été dominée par les courants les plus réactionnaires et cléricaux du pays. Vous voyez que c'était les pays cléricaux, donc vous voyez, euh, les clergés, les clergés. Dans l'espoir de leur plaire, Joseph II sacrifia, dans un esprit d'apaisement, la plupart de ses réformes progressistes et à la restauration de l'ordre intérieur, sans toutefois parvenir à endiguer la contestation. Alors, vous voyez que ça, ce sont des luttes de pouvoir, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Ici, là, on a affaire à des luttes de pouvoir. Pouvoir contre pouvoir. Alors, parfois, c'est pouvoir d'empire. C'est un pouvoir extérieur, pouvoir d'empire qui veut se. Voilà, voir. Ils ont une vue sur un État. Voilà. Sur un État, bon, ils veulent. Voilà, il y a plusieurs pouvoirs qui s'intéressent à ça. Bon, ici, je vous rappelle que c'était les Français. Voilà, les Français contre l'Empire, enfin la coalition montée par les Anglais. Il y avait plusieurs. Là, les Anglais montent souvent des coalitions pour se battre, je veux dire, contre. Et c'est normal qu'ils ont là le nombre et la technologie derrière. Bon, parce qu'ils sont à plusieurs contre un. C'est tout à fait normal que bon, qu'ils finissent par gagner, parce que quand on a 10 pays contre un pays, 100 pays contre un pays, c'est normal que le pays qui est contre les 100, ben, il finit par tomber, hein. Voilà. À moins que d'avoir un très grand pays qui est parmi ce petit pays qui va l'aider. Donc le tout, c'est pas qu'il se retrouve seul, parce que dans le cas de la France, il s'est retrouvé tout seul face à une coalition. C'est normal qu'il a perdu, donc il a dû céder, je veux dire, les territoires, je veux dire, aux Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, après, il y a eu l'indépendance de la Belgique en 1830, hein. Il y a eu une révolte aussi, voilà, qui a ramené l'indépendance de la Belgique en 1830. Voilà. Alors, ici, maintenant, ce que je vais faire, ça, je mettrai en lien, donc vous pourrez le voir, lire. Ici, vous avez les départements réunis, et là, c'est ça que les 9 départements réunis, ou simplement les départements réunis, et le nom parfois donné aux départements français, issus des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège, à la suite de l'annexion de la République française en 1795. Territorialement, ils correspondent majoritairement aux actuels Belgique et Luxembourg. Et donc, vous voyez que on peut voir ici, voilà, par exemple, ici, vous avez la Meuse en vert, il y avait les forêts en brun, l'Ardenne, il y avait la partie Jemap, il y avait, bon, au-dessus, il y avait Bruxelles, voilà, Liège, attention qu'il y avait Aix-la-Chapelle aussi, il y avait le Rhin. Alors, on revoit l'Ardenne, la Meuse, la Meurthe,
On retrouve la Moselle, la Meurthe et Moselle, voilà, Meurthe et Moselle. Il y a la Meuse en dessous, l'Ardenne, voilà. Bon, à mon avis, le Hainaut, ça correspondait, bon, mis à part je mappe, une grosse partie du Hainaut, c'était l'Ardenne. On retrouve la Sambre et Meuse, Sambre et Meuse. Donc voilà, la Meuse, la Sambre. Alors, beaucoup c'était grâce au cours d'eau. Hein. Quand on dit voilà, la Meuse, c'est parce qu'il y a la Meuse qui passe par là. Donc on a attribué le département de la Meuse là où il y avait la Meuse qui passait. Alors, par exemple, le département de la Marne, c'est parce qu'il y a la Marne qui passe par là. Voilà. Vous voyez qu'il y a la Haute-Marne, la Marne. Mais ça, c'est pas la Belgique. La Belgique, il faut remonter au-dessus. Mais vous voyez qu'il y avait quand même Aix-la-Chapelle, hein, qui faisait partie de la France. Et puis voilà, Aix-la-Chapelle, c'est en Allemagne. Voilà. Coblence, c'est en Allemagne. Mayence, c'est en Allemagne. Voilà. Alors, Anvers, ça partait là. D'ailleurs, là-bas, il y a l'ESCO. Gand, tout ça, ça appartenait. Alors que c'était normalement les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça appartenait à la France. Et donc, les Pays-Bas ne voulaient pas de la France à côté d'eux. Ils ont créé un pays fictif pour ne plus avoir la France à côté d'eux. Et notamment l'Allemagne aussi. Donc, quand on dit l'Angleterre, bon, elle a son mot à dire pour son mot à dire, bah, elle s'est alliée avec, bon, bien sûr, les Allemands de l'époque. Voilà, les Allemands de l'époque. Les Pays-Bas de l'époque, parce que ça ne s'appelait pas Pays-Bas ni Allemagne. Voilà. Pour repousser les Français et créer une partie, une zone tampon entre l'Allemagne, la Hollande et la France, qui est la Belgique et le Luxembourg. Et donc ils ont perdu une grosse partie, hein. Parce qu'ils étaient quand même gourmands. Bah, ils ont perdu une grosse partie. Voilà. Alors maintenant, on pourrait se dire aussi, côté Italie, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'ils ont grappé du territoire, je veux dire du côté italien aussi. Hein. Parce qu'il y a eu la campagne d'Italie, on peut se dire on peut dire que la France a grappillé de tous les côtés, c'est-à-dire côté Belgique, côté voilà, Suisse, côté Italie et côté Espagne. Alors, donc ils ont essayé de grappiller un maximum de territoire pour former ce qu'on appelle la France actuelle. Mais vous voyez qu'ici, ils ont perdu une grosse partie, qui est la Belgique. Une partie de la France a été... Alors, ils avaient même les territoires néerlandophones, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, ça parlait néerlandais en France. En France, ça parlait... Bon, il y avait beaucoup de patois. Il y avait beaucoup de patois, notamment en Belgique, il y a un patois... qu'on appelle le wallon, ben, qui disparaît. Ben, on dit la Wallonie, mais en fait, bon, la langue wallonne, bon, elle a disparu. J'ai plus tellement. Moi, j'ai connu quand j'étais petit des gens qui parlaient encore wallon. Ça parlait encore dans les wallons voilà, bon, quand j'étais petit, mais maintenant, je ne vois plus avec les écoles. Voilà, France, hein, les écoles où on institue, enfin, on donne des cours de français. Le wallon disparaît, est disparu. Alors que le néerlandais n'a pas disparu. Même les patois. Et le néerlandais, il y a différents types de néerlandais. Il y a du patois. Ben, je veux dire, le néerlandais est toujours là, mais le wallon, lui, il a disparu. Voilà, la langue wallonne a disparu. Parce qu'il n'y a plus personne qui le parle. Ben, j'ai connu des gens, quand j'étais petit, ils parlaient voilà, le wallon. Qui était un espèce de patois. Bon, voilà. Mais maintenant, ça, c'était du wallon. Voilà, qui vient du wallash. Wallon, wallash. Voilà, la Wallonie. Mais la France, voilà, on pouvait rencontrer aussi des zones où ils parlaient, je veux dire, un petit peu des langues étrangères. Voilà. Mais vous voyez que la France, il y avait du néerlandais dans la France, parce qu'elle a englobé aussi
la partie nordique de la Belgique, c'est-à-dire la Flandre. Et donc, à vouloir être trop gourmand, à mon avis, ils ont perdu, parce que les Flamands, ils ne voulaient pas perdre leur langue, le français, à mon avis. Et donc, il a fallu... il n'y avait pas que ça. C'est une zone de pouvoir, d'influence. La zone d'influence, de pouvoir, et notamment, comme je l'ai dit, qui dit pouvoir, les religions n'étaient pas les mêmes. Voilà, il y avait les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre. Donc, je veux dire, de ce côté-là, bon, ça ne s'entend pas, hein, déjà. Rien qu'à ce niveau-là, ça ne s'entend pas, là. Ça s'entend pas. Et puis après, il y a toute une lutte entre différents types de pouvoirs, entre les libéraux, les catholiques, etc. Ben, ça a toujours été comme ça. Chacun pouvait imposer sa loi. Et le tout, c'est de trouver, je vais dire, voilà, une bonne assise pour le peuple. Une bonne assise pour le peuple. Donc ici, c'est gourmand en territoire, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est de prendre des territoires, prendre. Pour faire quoi? Je sais pas, c'est administrer quoi, je veux dire, tout le monde. Les gens n'ont pas envie voilà, de supporter les lois, je veux dire, d'un pouvoir décentré qui serait à Paris. Alors que voilà, les autres parleraient néerlandais. Je parle par exemple d'Anvers. Il n'y a aucune raison qui reste sous le joug de personnes qui parlent en français. Bon, maintenant, on ne dissocie pas un territoire par rapport à la langue. Mais euh, voilà, ici c'est flagrant, hein. C'est la France, on voit bien que c'est la France qui s'est imprégnée de la Belgique et de la Belgique. Et pas l'inverse, c'est pas la Belgique qui s'est imprégnée de la France, parce que la Belgique n'appartenait pas à la France. Je vous rappelle, hein, elle appartenait voilà, aux Pays-Bas autrichiens. Aux Pays-Bas autrichiens. Donc, elle n'appartenait pas à la France. C'est la France qui est venue, je veux dire, prendre des territoires comme ça et de se dire qu'elle est à elle. Bon, elle a voulu voilà, prétendre à plus de territoires. Bon, maintenant, je vais vite voir la Révolution française. Donc, pour vous dire que la Révolution française, ben, voilà, Révolution française, 1789-1799, donc elle a duré 10 ans. C'est bien ce que je disais. C'est une période de bouleversement. Une période, c'est pas l'année de bouleversement, c'est une période de bouleversement politique et sociaux en France. Donc le changement de politique, voilà, au niveau sociétal, ça change aussi. Et ainsi qu'en Europe, à la fin du 18e siècle, traditionnellement, on fait commencer à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 et finir au coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Voilà, ça c'est toute la Révolution française. Ça termine voilà, au coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799. Voilà. En ce qui concerne l'histoire de France, elle met fin à l'ancien régime, notamment à la monarchie absolue remplacée par la monarchie constitutionnelle 1789-1792, puis par la Première République. La Première République. Alors, mythe national, la Révolution française a légué de nouvelles formes politiques, notamment au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la nation. Se constituant autour d'un État, elle a entraîné la suppression de la société d'ordre, de la féodalité et des privilèges. Bon, c'est pas vrai, suppression des privilèges, c'est pas vrai, il y a toujours des privilèges, hein. Bon, je veux dire, il y a des gens qui se font des privilèges eux-mêmes, c'est-à-dire que bon, ils ne travaillent pas pour l'État profond, mais ils travaillent pour leur poche. Et beaucoup de politiciens travaillent pour leur poche. Ils sont en cure de, voilà, de gérer un État profond. D'ailleurs, quand on voit beaucoup d'États ici en Europe, ben, ils sont, on va dire, endettés. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, par rapport au PIB, le PIB, s'ils ont un bon PIB, ouais, mais le problème, c'est que tout le PIB ne sert pas à payer toute la dette. Voilà, il y a tout le PIB ne sert pas à payer toute la dette. Voilà. Et le PIB, il appartient à qui? Il faut savoir aussi à qui il appartient. Parce que on ne discute pas du PIB comme on discute dans un café de tout et n'importe quoi. Le PIB, tout d'abord, un pays, c'est des zones géographiques. Il y a des zones géographiques qui sont moins, voilà, moins prolifiques économiquement que d'autres. Donc, parler de PIB en général, ça ne va pas parce qu'il y a des zones géographiques qui ne sont pas prolifiques. Et on parle il y a des zones pauvres aussi. Il n'y a pas que des zones non prolifiques, il y a des zones très pauvres. Alors je peux prendre certains États, voilà,
ben, on peut le retrouver des zones très pauvres, très très pauvres. Et donc, l'histoire de PIB, voilà, ça ne reflète pas, je veux dire, dire qu'un pays a autant de PIB, même aussi gros soit-il, s'il y a une pauvreté, bon, il y a des inégalités, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc il y a des inégalités, et surtout, au travers des inégalités, parfois peut se dessiner des, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des différenciations dues à des impunités, de certaines personnes, voilà, qui se permettent voilà, de la corruption, qui se permettent, voilà, des langages orduriers au niveau des médias et qui ne sont pas rassembleurs mais plutôt diviseurs. Et donc là, ça pose de gros problèmes pour un État. Ça pose de gros problèmes. Se dire pays démocratique, c'est pas insulter, je veux dire, la moitié de sa population. Se dire démocratique, c'est pas, je veux dire, voilà, vous avez trois quarts qui sont pauvres et un quart voilà, qui sont riches. Ça n'a aucun sens un pays comme ça n'a aucun sens. Un État, nation, il est souverain et je veux dire, il est cohérent avec lui-même si, bon, sa population vit correctement, en général, en général, et que s'il y a des riches, tant mieux pour ces riches, on dira qu'ils aient encore plus, tant mieux, voilà, mais pas qu'ils aient encore plus, mais par la tricherie, pas par voilà, la hargne, la tricherie, et voilà, la domination, et le vol, et voilà, l'emprunt voilà, de privilèges où ils se servent dans des caisses qui appartiennent tout simplement à des caisses d'État, c'est-à-dire à des caisses de population. Donc la féodalité, euh, en fait, rien n'a disparu de tout ça. Ça, c'est toujours là. On a toujours un esprit féodal. Voilà. On a toujours un esprit, voilà, de privilégié. De privilégié. Voilà. Donc, ça n'a pas été effacé, bien que, bon, ça c'est du verbiage. Ça te fait croire que, bon, tout d'un coup, tout a changé. Je ne crois pas que tout a changé tout d'un coup. On peut même se dire que avant la révolution, certaines personnes vivaient bien. Pourquoi elles auraient voulu une révolution alors qu'elles vivaient bien? Ouais, il faut se dire, ouais, tout est une question politique, tout est une question de pouvoir, tout est une question, voilà. euh, Si la personne avait un champ et qu'elle avait des animaux pour faire travailler ses champs et elle avait de bons revenus, je vois pas pourquoi elle s'intéressait à la politique avec un changement, qu'il y ait changement, pas de changement. Pour lui, ça ne changeait rien à cette époque-là. Donc c'était bien des luttes de pouvoir qui se passaient au-dessus et c'était eux qui faisaient, voilà, euh, les lois. C'est les pouvoirs qui font les lois. Et donc il y a des changements radicaux. On passe d'un pouvoir, voilà, constitutionnel. On a on a, voilà, constitution absolue, une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle et puis on a, voilà, une république. Bon, c'est des changements de pouvoir, c'est des régimes, des changements de régime. C'est des changements de régime. On passe d'une monarchie qui est absolue à une monarchie constitutionnelle. Puis on passe à euh, voilà, euh, à une république. Donc c'est des changements de régime qui vont impliquer bien sûr des changements euh, par rapport aux lois, des changements par rapport à beaucoup de choses. Mais maintenant, ce qui fait bon, un pays, c'est le régime, s'il ne fait pas attention, ben, le régime c'est d'abord un pouvoir. Parfois, il veut avoir que les pouvoirs qu'à lui-même. Il se délecte que tous les pleins pouvoirs. Il ne veut pas partager le pouvoir. Certains sont comme ça, ils ont une domination absolue, ils ne veulent pas partager le pouvoir. Ouais, c'est comme ça. Et je veux dire, bon, c'est pour ça que parfois il y a des luttes de pouvoir. Il y a des partis qui vont lutter pour essayer d'avoir une partie du pouvoir. Donc c'est des luttes intestines. C'est des luttes intestines. Mais on va dire, ce qui prime dans un pays, c'est pas qu'elle soit minée par des luttes intestines et le pays ne fonctionne plus. Un pays doit, je veux dire, bon, si certains veulent le pouvoir, pourquoi pas, pour autant que ça ne se fasse pas, ça ne se fasse pas, voilà, voilà, dans des hors cadre de la loi, hors contrôle de la loi.
que ce soit hors contrôle, qu'on soit hors la loi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, je veux dire, de la corruption, je veux dire, tout azimut, que le peuple ne vit pas bien parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce qu'il y a une mauvaise gestion, et surtout la mauvaise gestion. C'est surtout la mauvaise gestion qui peut ramener. Les impôts, il en faudra toujours. Ça, bon, ça, on a beau faire ce qu'on veut. Simplement, on doit avoir voilà, les impôts doivent être payés en fonction des revenus. Donc, si quelqu'un gagne beaucoup, il doit payer en fonction de ses revenus. Donc, mais beaucoup de gens vont cacher ces revenus, et ça fait partie du fin fond du peuple. C'est pas forcément ceux qui sont au pouvoir qui font ça. Bah, certains vont vouloir, certains au pouvoir vont vouloir, je veux dire, comment on appelle ça bon, certains vont vouloir aider ceux qui ont des gros salaires à ne pas devoir payer de gros impôts. Mais d'autres n'ont pas cette vue-là. Ils veulent que ceux qui ont des grands revenus payent les pleins, payent en fonction de la part de leurs revenus, par rapport à leur part de leurs revenus au niveau des impôts. Et donc ce qui va se passer, c'est que euh, quand c'est comme ça, quand on veut que les gens payent une partie de leurs gains en impôts, ils vont les cacher, ils vont d'office. Mais ça, c'est la population qui va les cacher, ces gains. Voilà, soit dans des paradis fiscaux, soit ils vont les cacher d'une manière ou d'une autre. Et la plupart des sociétés vont fonctionner comme ça. Ils vont vous dire qu'ils ont fait des pertes. Ouais, ils n'ont pas fait des grands gains, tout simplement pour tricher. Et donc là, on a une société de tricheurs, là. Et donc, c'est pas forcément. La corruption ne vient pas forcément des pouvoirs, mais elle vient, je veux dire, des sociétés. Et tout le monde, je veux dire, triche. Et si tout le monde triche, on est dans une société de tricheurs. Et ça revient à du chacun pour soi. Sauf qu'il peut, moi je cache mon argent à ma cagnotte, tout ce que je dois la cacher. Les gens ne verront rien. Et ça ne regarde personne. Et ça devient du sauf qui peut. Ça devient du sauf qui peut. Bon, chacun essaie de cacher sa cagnotte pour ne pas donner une grosse partie des impôts, je veux dire, à l'État. Voilà. Et donc, ça devient une société de tricheurs. Donc, on a des tricheurs partout. Si maintenant, au pouvoir, on a des corrupteurs, au niveau des sociétés, on a des tricheurs, et au sein de la société même, on n'a que des tricheurs, on a une société, je veux dire, de tricheurs. Je veux dire, c'est une société de tricheurs. La société ne tourne pas correctement. Si on veut qu'une société tourne correctement, il faut être, voilà, faire respecter les bonnes lois. Et donc les bonnes lois, forcément, elles ne sont pas forcément respectées. Donc on crée des lois, parfois elles sont souvent, je veux dire, manipulées, tronquées, truquées, etc. par certaines personnes qui ne veulent pas rentrer dans un jeu de loi. À tort ou à raison. Parce qu'ils ont leur raison. S'ils veulent cacher leur argent et que ça profite plutôt à leur famille en les cachant, plutôt que de commencer à déverser, je veux dire, tout azimut à tort et à travers à l'État, c'est leur problème. Chacun voit midi à sa porte. Mais quand s'ils ont une, voilà, comment on appelle ça, s'ils ont une inspection, qui se font attraper, c'est leur problème aussi. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes, on va dire. Voilà, donc ici, au niveau de l'historique du droit, il y a le droit ancien, le droit intermédiaire, le code civil. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Mais voilà, donc le droit, on le retrouve au quotidien. Au quotidien, et il est tous les jours là, omniprésent. Et le tout, c'est de ne pas dépasser les cadres. Et si certains les dépassent, qu'ils ne se fassent pas attraper, parce que quand ils se font attraper, bon, il y a un retour de manivelle. On va dire ça comme ça. Et il faudra responsable par rapport à ce retour de manivelle, c'est-à-dire il faut accepter, quitte à se défendre, je veux dire, concernant ses droits. Je vous remercie.